Salut à tous, c'est Zaku. Je suis ravi de vous retrouver pour l'analyse du deuxième épisode de koh le feu sacré. Un épisode que j'ai préféré au premier. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant dans certains domaines du jeu, mais il y en a d'autres qui m'ont toujours pas plu. Et on va commencer par cela. Donc allez, on y va. On va commencer par parler des épreuves et de la survie sur le camp. Alors commençons par les épreuves, qui ne m'ont pas du tout emballé cet épisode. J'ai trouvé les épreuves pas très engageantes en fait. L'épreuve de confort était pas mal dans son concept. J'aime bien l'idée de ne pas forcément se relayer en boucle et de baser la réussite sur un seul candidat. Ça force un candidat de l'équipe à se mouiller. Mais on avait un Rudy qui a ultra performé, qui a pris son temps pour lancer et qui a eu de la chance que Frédéric foire. À partir de ce moment-là, il pouvait se permettre de prendre tout le temps qu'il voulait et ça a payé. Bonne stratégie de sa part, il commence super bien l'épisode et ça lui permettra d'hériter du feu sacré en plus de ça. Et sur l'épreuve d'immunité, on a assisté à une démonstration de l'équipe jaune qui a fait preuve d'une cohésion d'équipe assez incroyable. Pendant que les rouges ont un peu perdu du temps sur la fin du parcours physique, à cause notamment de certains candidats qui commençaient un peu à s'affaiblir. Mais c'est vraiment sur la dernière partie de l'épreuve que les jaunes se sont illustrés, en faisant quasiment peu de fois chuter leurs pièces en bois, alors que les rouges, on voyait qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise, certainement dû au stress d'être autant en retard. Mais voilà, belle démonstration d'esprit d'équipe les jaunes. Même si l'épreuve était pas incroyable, c'est une très bonne performance et on voit bien que les jaunes ont beaucoup moins d'embrouilles dans leur équipe, ont beaucoup moins de personnes qui ont de l'ego, qui cherchent à s'imposer, et donc du coup ça fonctionne mieux. Donc je pense que c'est tout pour la partie épreuve, il n'y a pas grand chose à dire finalement, donc on passe tout de suite à la vie de camp. Alors en survie on a eu deux trois moments rigolos, c'est un peu mieux que les épreuves j'ai trouvé. Alors déjà on a eu le kit de pêche qui a été gagné par l'équipe rouge, donc les candidats sont direct partis l'essayer. Et on a Rudy qui va aller nager en chaussures. Et je me suis dit, bon, il va aller déposer ses chaussures sur la plage et c'est tout. Mais non, ils ont gardé les chaussures de Rudy pour la pêche. C'est assez particulier. Je me suis dit qu'ils allaient mettre les poissons dans les godasses. Sauf que non, en fait, ils se servaient des lacets des chaussures pour attacher les poissons. C'est assez particulier. Mais si elle avait mis les poissons dans les godasses, j'ose même pas imaginer l'odeur qu'il y aurait eu. Ça aurait été assez spécial. Puis on a les filles rouges plus Esteban qui ne savent pas utiliser un filet de pêche. Bon, bah, moi à leur place je ne saurais pas du tout donc je vais pas me moquer. J'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait en plus. Sinon, la survie chez les jaunes était un peu plus intéressante car les jaunes ont subi la malédiction du Pandanus. Le Pandanus avait déjà sévi l'année dernière avec Franck qui nous avait sorti sa magnifique bave dès le premier épisode. Mais là, on a absolument toute l'équipe jaune qui est infectée. Et je pense que le Pandanus, c'est vraiment le plus gros danger de koh en ce moment. Plus que les conseils. Bientôt, il y aura plus d'abandon médical par le Pandanus que d'abandon médicaux dans la saison 3. Sinon, les jaunes ont réussi à faire le feu, grâce à Claude François. Donc c'est aussi assez particulier, c'est une scène un peu rigolote. Mais ça nous fait poser des questions, car j'ai trouvé vraiment que les deux équipes ont réussi à faire le feu assez rapidement. J'imagine qu'elles ont eu des conditions optimales pour le faire, parce qu'on voyait bien que pour le totem maudit qui était aussi tourné aux Philippines, les candidats avaient beaucoup plus galéré et la production avait été obligée de leur donner une pierre à feu. Et même avec la pierre à feu, le feu s'éteignait en permanence. Donc j'imagine que le tournage n'a pas été fait au même moment. Totem maudit, ça devait être dans une saison un peu humide, alors que là, ils ont plus l'air d'avoir le beau temps. Mais voilà, niveau survie, les candidats galèrent pas trop. Donc heureusement que la prod ne leur donne pas trop de nourriture pour le moment, parce que sinon je pense que la survie aurait été un peu trop facilitée. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les épreuves et la survie. Clairement la partie la moins intéressante de l'épisode, qui est beaucoup plus orientée stratégie. Pour l'instant, les épreuves sont vraiment pas incroyables. Je suis pas très satisfait.
Alors que d'habitude, j'aime bien les épreuves en équipe, surtout les premières, où il y a beaucoup de candidats. Ça offre souvent des combats intéressants, et j'ai trouvé que les dernières saisons arrivaient bien à gérer les épreuves en équipe. Mais là, j'ai vraiment du mal à me mettre dedans, je trouve ça peu engageant. Je soutiens à 100% l'équipe rouge, que je trouve beaucoup plus intéressante. Mais, je sais pas, même dans leur victoire, je suis pas non plus satisfait. Donc ouais, j'espère que la saison va quand même avoir de bonnes épreuves, parce que sinon, je pense que ça va pas plaire à une certaine partie du public qui recherche un peu plus les épreuves, ce que je peux comprendre en vrai. Et voilà, j'espère que ça va s'améliorer par la suite. Donc maintenant, on va passer à une autre partie beaucoup plus intéressante, car tout l'épisode a possédé un thème commun, qui est la dualité entre équipes et entre plusieurs candidats. On a d'abord deux visions d'équipes qui s'affrontent. On a d'abord les jaunes, qui ne jouent pas trop stratégie. On voit clairement qu'il y a un camp qui est très majoritaire. Les groupes sont déjà formés. C'est 7 contre 2, avec Tania et Benjamin qui sont tout seuls. Le vote contre eux est une évidence. Et on considère que interagir avec l'autre équipe, c'est un peu de la triche. On donne le feu par mérite sportif et non pas par stratégie. Si on protège quelqu'un, on imagine que Nicolas aurait sûrement protégé un sportif et pas quelqu'un qui aurait donné l'avantage à son équipe, quelqu'un de faible ou quoi. Alors que chez les rouges, à peine le talisman sacré eût été récupéré par Rudy, que direct tous les rouges ont pensé à le jouer stratégiquement, de protéger Tania parce qu'ils savent que Rudy est proche de Tania. Ils cherchent à se faire des alliés chez les jaunes pour l'après-réunification. Chaque rouge joue pour lui-même, les groupes sont beaucoup moins fermés, et on a vu pendant l'entièreté de l'épisode que ça a beaucoup fluctué, que beaucoup de noms ont fluctué, que les groupes ont beaucoup varié, et donc voilà, les rouges sont beaucoup plus intéressants et stratégiques. On a aussi une confrontation Tania-Nicolas. Alors j'ai trouvé Nicolas particulièrement insupportable cet épisode, parce qu'il reproche à Tania de vouloir se défendre avec le feu sacré, donc de se faire des alliés dans l'autre équipe pour qu'on la protège et derrière éliminer quelqu'un de proche de Nicolas. Alors j'ai pas trouvé ça très cool, et heureusement que Grace est un peu intervenue pour défendre Tania. Ça veut pas dire qu'elles sont alliées ou quoi, elle a dit que juste Tania jouait son jeu et que c'était normal. Mais Nicolas, dire que c'est de la triche, je trouve ça un peu exagéré. Alors oui, ok, on sait que les candidats n'ont pas trop le droit d'interagir avec l'équipe adverse, mais si la production n'est pas intervenue, et si c'était juste une phrase, enfin moi je trouve pas ça grave quoi. Après, Tania n'a pas été très discrète. Je trouve que c'était bien joué de sa part de prévenir Rudy qu'elle était dans la merde. Bon, les rouges avaient l'air déjà au courant, donc ça change pas grand chose, mais c'était une bonne intention de vouloir prévenir son allié. Mais pas une très bonne exécution, parce qu'elle a pas été très discrète, toute son équipe l'a remarqué, et donc du coup elle est encore plus mise à l'écart, et c'est un peu la merde pour elle. Et j'espère vraiment qu'elle va être protégée pour la suite, parce que elle et Benjamin me semblent trop isolés, j'ai un peu envie de défendre ceux qui sont isolés dans les équipes en général. Mais normalement ça va. Si Rudy garde le talisman et qu'elle va au conseil, il la protégera. Et si Rudy perd le talisman, alors je pense qu'il le donnera à Tania. Donc Tania, je pense qu'elle est safe. Mais les jaunes vont peut-être diriger les votes sur Benjamin. Ils y ont déjà un peu pensé. Ils ont déjà un peu prévu le coup. Donc c'est pas encore fait. Tania et Benjamin sont pas encore sortis d'affaire. Ils peuvent être protégés et il va falloir bien jouer le coup. Mais voilà. Confrontation intéressante chez le camp jaune. On a aussi une confrontation entre stratèges chez les rouges, entre Alexandre et Rudy. Alors cette confrontation elle est assez intéressante parce que les deux ont l'air de beaucoup se respecter, de s'apprécier, mais on sent quand même une rivalité stratégique. Les deux essayent de gérer les strats sur le camp, mais ils ont des approches différentes. Je vais commencer par Alexandre. Alexandre a été beaucoup plus sympathique cet épisode.
on voit qu'il est assez intégré dans son équipe, et même devant la caméra, je le trouvais beaucoup plus sympa, à vouloir défendre les faibles et Emine en particulier. On a un Alexandre qui est beaucoup plus campé sur ses positions stratégiques. Il veut sortir Elena, il veut casser les clichés et éliminer des forts, alors qu'en face, on a un Rudy qui, je trouve, a joué une stratégie qui est plus adaptative. Il est allé voir un peu ce que tout le monde faisait pour le conseil, pour choisir la bonne décision. Il envisage de jouer son feu sacré de plein de manières différentes. Il est suffisamment apprécié par tout le monde pour que tout le monde lui dévoile la stratégie qu'il compte faire. Donc on voit qu'il a une excellente position dans l'équipe. Et je pense même que c'est le leader de l'équipe avec Martin et Esteban. Pour moi, les trois fonctionnent en trio pour le moment. Et Martin et Esteban sont un peu en retrait. Ils laissent un peu Rudy faire puisqu'il avait le feu sacré et que les gens allaient un peu plus le voir. Mais pour moi, ils fonctionnent vraiment en trio, ces trois-là. Et voilà, clairement, Alexandre et Rudy, les deux MVP de l'épisode. Rudy en particulier, il s'est beaucoup révélé, que ce soit sur l'épreuve et en stratégie. Je m'y attendais pas du tout, je pensais qu'il allait se révéler un peu plus tard honnêtement. Et Alexandre, beaucoup plus sympathique, qui joue assez finement en vrai. Et non, vraiment, ces deux candidats sont passés clairement dans mes candidats préférés. On a enfin une dernière confrontation entre Elena et Emine, car c'est les deux qui semblent être le plus visés par les votes. On a d'un côté Elena qui est une sportive, mais qui a zéro social, personne ne l'aime. On a vu qu'un pacte avait été formé dès la création de l'équipe pour la sortir. Un pacte comprenant quasiment tous les membres de l'équipe. Et en face, on a un Emine qui a l'air apprécié de tout le monde. Tout le monde dit qu'il est gentil, mais il est pas sportif. Et surtout pour la phase par équipe, le sport c'est très important dans koh. Donc c'est vraiment la cible évidente. Donc on a vraiment deux parties du jeu qui s'affrontent. Le social contre le sport. Et la confrontation est assez intéressante. Et donc voilà, je tenais à le souligner. On va maintenant rentrer plus en détail sur les stratégies qui ont eu lieu chez les Rouges. J'ai vraiment trouvé que les discussions chez les Rouges étaient la meilleure partie de l'épisode. Car enfin, on avait un peu de stratégie, et en plus ça partait dans tous les sens, donc c'était encore mieux. On avait tout d'abord Elena qui était visée. Elle était vraiment dans la merde, il y avait quasiment tous les candidats qui voulaient la voter. Si jamais ils allaient au conseil à l'épisode précédent, je pense qu'elle serait partie. Mais c'est d'abord Christine et Julie qui ont décidé de faire machine arrière, voulant jouer un peu plus au mérite. Ça m'a un peu déplu, j'avoue. Puis Martin et Esteban se sont plutôt positionnés comme des suiveurs. Ils semblaient pas trop être dans le pacte, et ils ont dit à Elena que son caractère le dérangeait pas trop, donc ils allaient plutôt la suivre et la protéger. Contre Elena, par contre, on avait Alexandre et Elodie qui étaient vraiment hyper déterminés à la sortir. D'ailleurs, Elena, comprenant que sa situation était périlleuse, essayait un peu de sauver les meubles, mais Elodie faisait mine de l'écouter, mais finalement on avait un peu rien à foutre. C'était assez marrant, Elodie, je l'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment une petite fouine. Et je pense qu'il y a vraiment une envie pour elle de prendre la place d'Elena en tant que atout sportif féminin. Mais la pauvre, elle a tiré deux boules noires. Elle peut vraiment pas prouver ses compétences alors qu'elle a l'air hyper sportive en vrai. C'est vraiment dommage, mais Elodie m'a encore une fois convaincu dans cet épisode. J'aime beaucoup son caractère de petite fouine et son binôme avec Alexandre est trop cool en vrai. Mais celui qui a vraiment géré les stratégies, c'est Rudy. Il va voir tout le monde et c'est lui un peu le décideur de ce qui va se passer dans la soirée. Il y a tellement de gens qui vont le suivre et qui attendent de voir comment il va jouer le feu sacré pour se décider. Non, Rudy avait vraiment toutes les cartes en main. Et je suis sûr qu'il voulait vraiment pas voter Emine à la base. Il attendait un peu de voir si Emine allait trouver un collier. C'est pour ça qu'il restait un peu proche de lui en faisant mine d'être avec lui. Comme ça, si Emine trouvait un collier et le révélait à Rudy, du coup Rudy avait la capacité de décider de qui allait sortir. C'était vraiment très bien joué de sa part. Emine, en apprenant que les filles ont fait machine arrière par rapport à Elena,
tentera une strat contre Christine. Pour moi, c'est une assez mauvaise idée. Je pense qu'il fallait vraiment concentrer les votes sur Elena. Il y avait toujours moyen d'avoir Alexandre, Elodie, et potentiellement convaincre une ou deux filles d'aller avec lui. Il aurait eu bien plus de soutien dans ce sens-là. Mais il finira par trouver une arme, un double vote, donc pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais ça peut toujours faire pencher la balance. De toute façon, ça m'a pas étonné qu'il trouve une arme. On nous a beaucoup montré qu'il cherchait, et comme je l'avais dit à l'épisode précédent, Emine est de base assez proche des anciens aventuriers, donc peut-être que la production lui a donné un coup de main, ça m'étonnerait pas. Mais ça me dérange pas trop qu'il trouve une arme aussi facilement, parce que c'est pas une arme majeure comme un collier, c'est vraiment un double vote. Et des doubles votes, s'il peut y en avoir plusieurs dans l'aventure, c'est pas très dérangeant. C'est ici, il commence à y avoir beaucoup de colliers que ça peut vite partir en couille et que je commence à pas trop aimer qu'il y ait trop d'armes. Mais un double vote, c'est pas non plus ce qui est le plus dérangeant, et c'est normal que le double vote soit moins fort, donc il est beaucoup plus facile à trouver. Et finalement, voyant que la majorité est partie pour voter Emine, Alexandre et Elodie vont se résigner. Ils vont à contre-cœur voter contre Emine pour pas éveiller les soupçons qui pèsent déjà sur eux. Ils savaient qu'Emine avait potentiellement une arme, donc si c'était un collier, s'il le sortait, tout le monde allait voter contre lui, et donc Emine allait sortir Elena. Et si c'était une arme mineure, alors c'était un peu inutile. De toute façon, ça ne serait jamais passé. Donc ils avaient raison de se rallier à la majorité dans cette situation. Je trouve ça très bien joué de leur part. C'est un moindre mal. Ils perdent un allié. Elena s'est un peu renforcée. Mais Emine en partant annonce que la stratégie envers Elena était réelle. Et ça les fout un peu dans la merde. Parce qu'Elena jusque-là avait des doutes et ne savait pas qui était dans cette alliance. Et maintenant, j'imagine qu'elle se doute que c'est Alexandre. Surtout que Rudy a révélé que Alexandre était un gros stratège. Donc, ouais, c'est un peu la merde pour Alexandre et Elodie. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Pour Emine, il s'en va avec panache, je trouve. Il aura varié les méthodes pour essayer de s'en sortir. Il aura vraiment cherché armes et colliers. Il aura tenté une contre-alliance, même si c'était pas la meilleure décision. Il aura quand même sympathisé avec Rudy. Rudy qui aurait pu le sauver. Mais on l'a pas trop vu au premier épisode, donc il sera pas trop mémorable. C'est dommage, j'avais bon espoir pour lui, et je suis un peu déçu en vrai, je le trouvais sympathique. Bon, je pense en avoir fini avec l'épisode, donc l'épisode je l'ai vraiment trouvé meilleur. Pas au niveau des épreuves et de la survie, mais niveau stratégie ça s'est vraiment emballé. Les candidats ils ont vraiment gagné en profondeur, notamment Rudy. Rudy est devenu directement le candidat majeur de cette saison. Il est lié à toutes les strates qui ont été annoncées. Celle sur le camp jaune avec Tanya. Il est au courant de toutes les stratégies chez les rouges et peut potentiellement s'allier à tous les groupes. Alexandre aussi fait un très bon épisode, mais là il est un peu dans la merde. Sa stratégie est révélée et Elena a la confirmation que la strat existe. Donc ça va péter dans les prochains épisodes. Mais l'épisode n'est pas parfait. Je trouve qu'il nous a un peu mis de la poudre aux yeux. Car, au final, si on résume, les éliminations, c'est les vieux des équipes qui sont pas bons en sport. Et c'est des éliminations à l'unanimité. Le talisman n'a pas servi. Chaque candidat qui l'a eu, donc Nicolas et Rudy, l'a utilisé pour se protéger soi-même. Tout le long de l'épisode, on nous a vendu un Rudy qui va protéger Tanya et foutre la merde chez les jaunes. Moi, à partir du moment où j'avais vu que c'était survendu comme ça par le montage, je me doutais que ça allait pas arriver maintenant et que les jaunes allaient remporter l'immunité. Mais je pense que ça reviendra pour plus tard. De toute façon, peu importe où va le talisman au prochain épisode, ça avantagera Tanya. Donc si les jaunes vont au conseil, Tanya sera pas trop dans la merde. Restera à bien jouer avec Benjamin. Et donc, tout ça finalement, c'est assez prévisible. Alors que finalement, on essaye de nous vendre un talisman qui doit rendre les conseils et les stratégies imprévisibles. C'est clairement ce qu'on pourrait penser de la saison jusque-là, que c'est que de la poudre aux yeux, que c'est toujours la même chose, qu'il n'y aura pas de plus de stratégie. Mais je serais
pas aussi tranché que ça. Je trouve que le pré-conseil a vraiment été très intéressant et a ouvert, encore une fois, beaucoup de portes pour la suite. Le talisman n'a pas été si inutile, car les candidats pensent à jouer autour, et les stratégies chez les rouges se sont quand même organisées autour de Rudy qui possédait le talisman. Pas sûr que Rudy aurait eu autant d'importance s'il ne l'avait pas eu. Les candidats demandent à Rudy de se faire protéger. Ça fait attention à qui pourrait être protégé chez les jaunes. Donc le talisman n'a pas encore eu de gros impact, mais on sent quand même son influence. Donc pour l'instant ce n'est pas une catastrophe. C'est présent, mais ça fait pas encore l'unanimité. Mais il faut avoir confiance. La production a vendu quand même des conseils où il y aurait des retournements de situation de fou. On n'en a pas encore eu, donc j'imagine que ça va pas tarder. Je pense que épisode 3 ou épisode 4, il va y avoir un conseil remarquable, j'en suis certain. Par contre, je reste quand même d'accord que Rudy et Nicolas ont très mal joué en utilisant le talisman sur eux-mêmes. Je trouve que l'utiliser, même pour protéger quelqu'un qui n'est pas en danger, ce serait se faire un allié assez solide. Ok, c'est se mettre en avant et il y a une mise en danger, mais gagner un allié solide et assurer une alliance, c'est quand même le must dans koh. Et puis bah voilà, je pense en avoir fini avec cet épisode. Je suis toujours très intrigué. C'est pas le meilleur début de saison, c'est une certitude. Je reste convaincu que c'est un des moins bons depuis très longtemps. Mais pour l'instant, les épisodes sont de mieux en mieux. J'espère que ça va durer. Et j'ai très hâte de voir le prochain. C'est le plus important. Bref, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!